Bienvenue dans le nouvel épisode de Direct Hit consacré à Nicolas Winding Refn. Le réalisateur de Drive a réussi en 8 films à imposer sa vision cinématographique au monde, et notamment à Hollywood, tout en gardant son indépendance. Mais qui se cache derrière ces personnages extrêmes, ces mises en scène violentes et ces visuels colorés et recherchés? Nicolas naît au Danemark le 29 septembre 1970. Il est le fils du monteur Anders Refn, qui a dernièrement travaillé chez Lars von Trier, et de la photographe Vibeke Winding. Comme le dira Refn, il est né et a grandi dans les images. Après avoir étudié à l'American Academy of Dramatic Arts, il revient au Danemark pour écrire et mettre en scène le premier volet d'une trilogie qui allait devenir culte, Pusher. Le film raconte l'histoire de Frank, dealer d'une certaine importance qui va rater une grande transaction, faute de la présence de la police. Il doit alors rembourser ce fiasco à Milo, un ponte dans le milieu du dealing. Chaque volet de la trilogie Pusher se place du point de vue d'un des personnages du milieu du trafic de drogue. Le deuxième volet nous fait suivre les péripéties du collègue de Frank, Vic, alors que le troisième se place du point de vue de Milo, le ponte dont la puissance s'est beaucoup amoindrie. Le premier film du très jeune réalisateur danois sort en 1996 et fait un carton critique et public. La ressortie mondiale de la trilogie, en 2005, marque la consécration de Pusher, également date à laquelle le troisième volet sera réalisé. La trilogie sera considérée comme une révolution du genre, faisant de Refn un nouvel espoir pour le cinéma. Les intrigues sombres et réalistes pleines de recherches visuelles et de violence deviennent sa marque de fabrique. Refn mettra en scène tout au long de sa filmographie des personnages extrêmes psychologiquement. Frank, Vic, Milo dans Pusher, Leo, Vic dans Bleeder, Harry Kane dans Inside Job. Autant de personnages dans un état à la fois de conscience et d'inconscience face à la réalité, mais aussi avec des personnalités totalement instables, prêtes à exploser intérieurement et à sombrer dans la folie. Je veux récupérer ma chambre, c'est compris? Je suis sûr que là-bas aussi, vous trouverez votre dose de solitude. On peut dire que Mikael Peterson, alias Bronson, One Eye dans Valhalla Rising et le Driver dans Drive seront des apogées de cette mise en scène de l'extrême. Ces personnages seront d'un calme remarquable. Bronson, gentleman, one-eyed, silencieux, et un driver introverti. C'est alors que ces personnages explosent de violence, exposant une facette sombre et barbare de l'humain. Ces explosions de violence ne sont pas suggérées, bien au contraire. Le sang giclera, les boyaux prendront l'air et les crânes seront explosés à coups de pied. Refn explicite les scènes violentes à travers des mouvements de plans viscéraux au plus près des corps se décharnant, et des plans fixes et larges au visuel documentaire. D'ailleurs, il déclarera à ce sujet « L'art est un acte de violence. Je m'intéresse aux extrêmes. Un mélange de poésie et de violence. » Merci Refn. Cette poésie dont parle le réalisateur se retrouve dans ses personnages qui, à la fin des films, ont une certaine prise de conscience. Bronson aura réussi à devenir célèbre et pensera à quitter la scène alors qu'il sera condamné à la prison à vie. Le driver aura sauvé ces deux êtres qui l'ont rendu plus humain et sera à la fin serein. One Eye aura atteint le Valhalla en Amérique du Nord, lâchant les armes pour livrer son ultime combat, se sacrifier, se combattre soi-même pour sauver l'enfant qu'il a tant compris et tant aidé. Pour incarner ces figures, Refn mettra en scène de vieilles connaissances, Kim Bodnia dans Pusher et Bleeder, Mads Mikkelsen dans Pusher 1 et 2, ainsi que Valhalla Rising, tout comme des nouvelles, Tom Hardy incarnant Bronson et Ryan Gosling jouant le driver dans Drive, et Julianne dans le nouveau et éclatant Only God Forgives. On va pouvoir parler de lyrisme viscéral refnien, notamment dans le choix des musiques, orienté vers les genres du classique et de l'électro, entre le déchaînement symphonique et le calme électronique. On retrouvera ce lyrisme viscéral dans la mise en scène,
notamment dans certaines scènes où violence et poésie cohabiteront. On pourra citer une fameuse scène de Bronson où celui-ci prend en otage l'encadreur artistique, pour littéralement faire de cet homme et de lui-même des peintures humaines. De même, dans Inside Job, la psychologie d'Harry Kane va être représentée dans des plans assez sombres, et cependant d'une grande picturalité. On pourrait attribuer au lyrisme viscéral une couleur, le rouge. La couleur du sang, à la fois vie et mort, va être retrouvée dans de nombreux décors et éléments visuels du film. Mais surtout, à partir du moment où les personnages vont dévoiler leur véritable nature, sombre et violente, pour exploser. Ces passages colorés pourraient alors être interprétés comme les états en transition des personnages. Si Refn a déjà établi certaines caractéristiques de son cinéma, il reste cependant en constante recherche visuelle. Ainsi, à travers ces 10 films, nous pourrons voir divers styles visuels. Il y a une image assez instable et documentaire dans la trilogie Pusher. Celle-ci permettra de mieux approcher le milieu criminel. Le cadre tendra à se stabiliser dans Bleeder, avec une image moins documentaire, plus stylisée au niveau des couleurs et plus recherchée, notamment lors du visionnage de cassettes par les personnages, où l'image réelle aura tendance à prendre les allures d'autres films. Bleeder pourrait donc être considéré comme un film métamorphe. Avec Inside Job, Refn stabilise tous ses plans pour mieux travailler et contrôler leur champ. Ainsi, les couloirs de l'hôtel sembleront appartenir à une autre dimension. Ou encore, le centre commercial pourra faire penser à une fourmilière. C'est avec Bronson que Refn arrive à atteindre un certain équilibre visuel, entre aspects documentaires, images stylisées, plans fixes et mouvements de caméra virtuoses. Autant de styles pour adapter l'histoire d'un personnage aux multiples facettes, à la fois équilibré et déséquilibré. Valhalla Rising aura un style assez documentaire dans certains plans lors des combats, mais surtout un cadre stable, avec des champs visuels dignes de peinture et avec de nombreux plans d'ensemble sur les paysages traversés. Le film, qui est un voyage initiatique vers la Terre Sainte, va être filmé tel un film de science-fiction. Refn dira dans de nombreuses interviews s'être inspiré de films tels que La planète des singes, de Franklin Schaffner, mais surtout de 2001 l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, visuellement et scénaristiquement. On y retrouvera les fameux intertitres pour le chapitrage du film. Avec Drive, Refn arrivera à une maîtrise de la mise en scène qu'on pourrait presque qualifier de perfection, notamment lors des courses-poursuites. Il gagnera d'ailleurs le prix de la mise en scène à Cannes pour ce film. Après avoir reçu le scénario intitulé The Dying of the Light, écrit par Paul Schrader, l'auteur de Taxi Driver, le réalisateur danois décide de se lancer à Hollywood. Mais écoutons plutôt parler Nicolas. Quand je suis arrivé, tout avait changé. J'étais à Los Angeles et tout se cassait la figure. Le même jour, Ryan Gosling m'a appelé, m'a fait passer ce scénario, Drive. Le scénario d'Hossein Amini était excellent. Le réalisateur va alors rencontrer l'acteur, et c'est là que va naître le film. J'étais déprimé. Je me demandais ce que je faisais là. C'était un projet de studio, je ne connais rien en voiture. Je crois qu'on m'a parlé très superficiellement du film. C'était un projet très Fast and Furious. Au bout d'un moment, j'ai demandé à Ryan, « Vous pouvez me ramener ?» Comme à la fin d'un premier rendez-vous qui a mal tourné. On est monté dans sa voiture, dans un silence gêné. Il a mis la radio pour rompre le silence. C'était « Can't Fight His Feeling » de Rio Speedwagon. Je ne savais plus où j'en étais. J'étais défoncé. Cette musique m'a fait quelque chose, j'étais hyper émotif. Ryan était pétrifié. Moi, j'ai vu le film, je me suis tourné vers Ryan et lui ai dit « Je sais, on va faire un film sur un type qui conduit la nuit en écoutant des chansons pop. » Il m'a répondu « J'y vais. » C'est comme ça que le film est né. Tac, Nicolas. Le film trouvera ses financements à Cannes et il retournera en compétition poussée par Wildside Video pour y rencontrer l'énorme succès connu.
How about this? Shut your mouth, or I'll kick your teeth down your throat and I'll shut it for you. Saviez-vous que The Dying of the Light devait avoir comme acteur principal Harrison Ford, très intéressé par le projet? Arrivé à Hollywood, Refn tombe de haut lorsque l'acteur lui dit qu'il ne veut plus mourir à la fin du film. Cependant, le réalisateur ne regrette pas cette rencontre, et dira même que l'acteur a été très gentil avec lui. Rubrique News. Le 22 mai marque la sortie du 9e long métrage de Nicolas Winding Refn, appelé Only God Forgives, toujours avec l'acteur Ryan Gosling. Le film conte l'histoire de Julian, un boxeur qui doit, sous les ordres de sa propre mère, venger la mort de son frère assassiné pour avoir sauvagement massacré une jeune prostituée. Le long métrage s'annonce donc aussi violent que les précédents du réalisateur. On peut aussi penser que le film devrait poser quelques questions sur la sexualité, après avoir entreaperçu une scène avec Christine Scott Thomas, la maman dans l'intrigue, comparant la taille des sexes de ses deux fils. Refn déclarera ainsi « C'est un film sur l'impuissance masculine. Dieu seul pardonne l'impuissance. » sur ce, à dans 2 semaines avec la prochaine émission sur Sofia Coppola.